C'est bon, c'est bon. Du coup, tu veux que je diffuse la correction ou je fais directement sur les items du Comme tu veux, sujet? dans tous les cas, la Ouais. correction, je vais leur donner, hein, mais Ok, ça va. voilà. Bah, je fais sur la correction et ça va, ça va. Allez, bah, c'est parti. Quand ça enregistre, c'est bon. Bon, déjà, salut tout le monde. J'espère que vous passez un bon dimanche. Donc, comme il a dit, c'est vrai que là, bon, c'est une espèce de pré-rentrée que vous faites. Ne vous mettez pas la pression sur toutes les écuries que vous allez faire ou les petits concours blancs ou quoi. En bio C, c'est vrai que plus, vu que c'est Dan qui vous le fait, c'est plus assidu, plus dense. En UE1, bon, moi, je suis là pour vous aider, mais après, ne vous mettez pas la pression. Vraiment, essayez de vous améliorer, de vous progresser. De toute façon, là, c'est pour avoir les bases et vous verrez, vous serez trop fort l'année qui arrive. Du coup, pour la première question, atomistique. Alors, donc je vais lire les items du sujet et ensuite faire la correction juste après. L'interaction nucléaire faible est médiée par les bosons. Du coup, ça, c'est vrai. La nucléaire forte, c'est par les gluons. Retenez que la gluon, c'est comme la glu, donc c'est quelque chose de très fort. La B était fausse. Deux éléments chimiques sont dits isotopes s'ils ont le même nombre de protons. Ça, c'est une définition normalement que vous connaissez depuis longtemps si vous avez fait un minimum de S dans vos études. Pour la C, elle était fausse. L'équivalent en énergie de la masse d'un électron au repos, donc le repos est important, est de 0,51 méga-électronvolts et non pas électronvolts seul. Électronvolts, c'est vraiment une petite énergie. Rappelez-vous, l'électron, quand même, c'est un peu le cœur des liaisons et tout, donc c'est beaucoup d'énergie malgré tout. Même si c'est beaucoup moins que l'énergie des plus gros éléments comme les protons ou autres. Pour la D, elle est très vraie, ça c'est important. Un triplet NLML caractérise une orbitale atomique. Donc souvenez-vous, on a quatre nombres quantiques. Donc N, L, M, L et MS dans ce cours. Dans les orbitales, c'est N, L, M et S. Et du coup, il faut que les trois premiers soient là pour parler d'une orbitale. Si on met juste M, on parle juste de l'orientation de l'orbitale. Mais on ne sait pas sur quelle orbitale on est, vu qu'on n'a pas les informations de N et de L. Donc c'est important qu'on parle bien de triplet. Pareil, une sous-couche électronique, c'est bien un doublet NL et non pas juste L. Et enfin, la E était vraie. Selon la règle de Hund, ça c'est très important, je vous la relis, lorsque des électrons sont dans des orbitales atomiques dégénérées, donc de même énergie, appartenant à une même sous-couche, donc les sous-couches c'est NL, la configuration la plus stable est celle qui correspond au nombre quantique magnétique total de spin maximal. Très longue phrase, pour quelque chose de pas très compliqué. Donc j'ai fait 2 cours avec vous qui parlent de ça, les casques quantiques, quand vous les faites. En fait, quand vous avez par exemple les 3, je vous fais comme ça, quand vous avez les orbitales P qui sont au nombre de 3, hop, la règle de Hund, elle dit que si on a du coup 2 électrons à placer, on ne va pas faire comme ça, mais on va faire hop, comme ça. Oups, j'ai gommé. On va faire comme ça. Ça, c'est la règle de Hund. En fait, parce que plus on met des électrons seuls dans les cases, plus on augmente le spin. Plus un demi, plus un demi, plus un demi. Alors que quand on les appareille ensemble, ça fait plus un demi, moins un demi, et ça fait 0. Donc ça, c'est super important, la règle de Hund, comme la règle de Pauli et la règle de Kleshowski. Ensuite, pour la question 2, à propos des orbitales, du coup. D'ailleurs, juste après, je vous envoie un QCM sur les orbitales, un QCM sur la bulle énergétique et un QCM sur Enzymo. Vous allez vous éclater. Question 2, du coup. À propos des orbitales, A, le modèle ondulatoire de l'atome est fondé sur le fait qu'à toute particule peut être associée nani nanana. C'est faux. C'est à toute particule en mouvement. Une onde, c'est quelque chose qui bouge dans l'espace quand même. Donc la particule doit être en mouvement. Si la particule est fixe, la définition n'est pas vraie. Enfin, n'est pas correcte. B, c'était faux. Dans les orbitales, la probabilité de présence d'un électron est de 1. Ça, c'est super important, ça tombe très souvent. La probabilité dans l'espace entier est de 1. C'est-à-dire que si on prend un atome, on a une chance sur une, donc à tous les coups, on trouvera un électron autour de lui. Par contre, dans une orbitale en particulier, comme l'électron est très volatile, qui va de partout, on a une chance de le trouver dans une orbitale de 0,809. Parce qu'il peut faire des sauts quantiques. C, une orbitale définit uniquement un niveau énergétique, c'est faux. Une orbitale, c'est oui, un niveau énergétique par rapport au nombre n, mais c'est aussi une géométrie. Vous voyez que les orbitales en forme d'ellipse, en forme de sphère, etc. La D était vraie. Pour la molécule He2, l'ordre de liaison est nul. Donc l'ordre de liaison, rappelez-vous, c'est quoi? C'est le nombre d'électrons liants moins antiliants divisé par 2. Ici, dans ce cas-là, il faut se référer au diagramme ou alors apprendre par cœur. Ça fait 0. Du coup, il n'y a aucune liaison possible entre un He et un He. Cette molécule n'existe pas. La molécule de difluor est diamagnétique. Elle est repoussée vers les régions de champ faible si on la place dans un champ magnétique non uniforme. C'est vrai et tout très, très, très important. Donc, vous devez retenir soit par cœur que F2 est diamagnétique, soit vous devez réussir à refaire super rapidement le diagramme. Donc, si vous avez des soucis avec les diagrammes, vous me dites. Diamagnétique, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si on le met dans un champ magnétique non uniforme, et ça c'est super important, il faut que dans le champ, il y ait une partie qui soit plus forte et une plus faible. Quand on la met dans ce champ-là, elle va être poussée vers les régions de ce champ faible. Le moyen mnémotechnique pour retenir qu'on m'avait dit moi en PACES, c'était que DIA, donc DIA, c'est un magasin à ce qui paraît pour les pauvres, donc aucun jugement de valeur, hein. C'est un moyen mnémotechnique débile, mais voilà. Et du coup, on disait que DIA magnétique, c'était on repoussait les pauvres, les faibles vers ce magasin-là. C'est très moche, mais ça marche. Donc voilà. Et pour paramagnétique, du coup, vers les régions de champ fort, je pensais au paratonnerre. Le tonnerre, c'est super fort, donc c'est repoussé vers les régions de champ fort. Trouvez-vous des moyens qui sont débiles? Oui, Du coup, pour la question 2, pour l'électron, dans l'espace, c'est 1, mais dans l'orbital, c'est 0,809. oui, j'ai écrit l'inverse. Ok. Non, c'est bon, Ah, c'était ok. pas sûr. Voilà, oui, c'est ça. Dans l'espace entier, tu es sûr de trouver ton électron parce qu'il est forcément à côté de ton atome. Mais dans une orbitale en particulier, vu qu'elle ne prend pas tout l'espace, tu vas le trouver à 0,809. Ok, parfait, merci. Question 3. Alors, concernant les hybridations et complexes métalliques. Alors, la A était vraie. La configuration du fluor peut s'écrire sous la forme, bon, j'espère que vous avez le sujet devant vous, c'est 1s2, 2s2, 2p5, etc., etc. Donc ça, c'est soit à apprendre, non, parce que franchement, ça ne prend pas ce genre de truc. Il faut réussir à le refaire. Donc le fluor, là, vous n'avez pas mis le nombre d'électrons pour le fluor. Normalement, c'est souvent donné, on vous donne Z égale quelque chose. Là, c'était pour vous inciter quand même au cas où on ne vous donne pas, il faut quand même savoir un minimum les exemples. Il n'y en a pas beaucoup à savoir, donc puis c'est des atomes assez fréquents. Donc le Z était égal à 9 pour le fluor, je crois. Et du coup, vous devez ranger dans les cases quantiques. C'est assez facile à faire, si vous n'y arrivez pas, pareil, vous me demandez en message. Mais dans les deux cours que j'ai fait, je vous explique assez facilement. Enfin, le mieux que je peux. Pour la B, du coup, c'était vrai. Le borane, donc BH3, a une hybridation trigonale. La molécule est plane. Voilà. Ça, c'est classiquement les items qui tombent sur ce cours. C'est des choses qu'il faut apprendre par cœur. Donc, vous pouvez comprendre le cours, il n'y a pas de souci. Réussir à le refaire, c'est important pour comprendre. Mais si vous l'apprenez par cœur, ben, vous aurez les points. Là, ben voilà. C'est une phrase texto, c'est comme ça. C'était vrai. C'est la structure tétraédrique de l'H2O présente des angles de 107 degrés entre ses liaisons. C'est faux. C'est l'ammoniac, NH3, qui a des angles de 107 degrés. Par contre, H2O, 104 degrés, pardon. 104 degrés, 5 précisément. Pourquoi? Parce que en gros, donc la molécule est hybridée sp3, donc elle est tétraédrique normalement. Elle devrait avoir des angles de 109 degrés. Sauf que l'H2O, il a deux doublés non liants. Vous savez, c'est les électrons qui ne peuvent pas faire de liaison. Et du coup, ces doublés non liants, ils vont exercer une espèce de pression électrostatique qui va resserrer les angles entre eux. Comme on a deux doublés, ça resserre encore plus et ça réduit à 104 degrés. Pour l'ammoniac, on a un seul doublé. Du coup, ça resserre un peu moins, ça resserre à 107 degrés. Voilà. Pour la D, c'était faux. Donc là, attention, toujours surveiller les parenthèses. C'est un piège qui tombe très souvent en PACES. Voilà, je parle comme si j'étais un vieux, mais du coup, il y a la réforme. Du coup, dans ce cours-là, en tout cas, l'élément donneur, c'est le ligand, et l'élément accepteur, c'est le métal. Et toujours comme ça. Donc, métal, dans ce cours-là, métal, toujours accepteur d'électrons. Et pour la E, l'hybridation, qu'elle soit D2-sp3 ou sp3-d2, ça sera toujours une géométrie octaédrique. Ce qui va changer, c'est au niveau du spin et tout. Pour la 4, c'était toutes les réponses qui étaient justes. Donc, l'électron et le liant de la matière, ça c'est classique, c'est l'électron qui fait les liaisons en se mettant en commun avec d'autres. Les halogènes, donc de la 17e colonne, ont tendance à former des anions selon la règle de l'octet. Je vous ai remis le cours que j'ai fait, donc je vous invite à aller le voir si vous n'avez pas compris ce cours. Je vais très vite, mais en gros, la règle de l'octet, elle veut qu'un atome, sur sa dernière couche, et ben en fait, elle veut que l'atome il ait une dernière couche qui soit complètement remplie. Du coup, comme les halogènes, ils ont une couche qui ressemble à ça, donc en gros, vous avez vu, il y a eu 3s2, 3p5, il manque un électron pour former la couche et pour qu'elle soit complète. Donc ce qu'il va faire, il va avoir tendance à capter un électron pour saturer sa couche et du coup devenir un anion. Les éléments du coup qui sont de la première colonne, eux, ils n'ont qu'un seul électron, ils vont avoir tendance à l'enlever et donc ça va former des cations. Voilà, je suis passé très vite, si je n'ai pas été clair, vous me demandez, ou alors vous re-regardez le cours, j'avais passé un peu de temps dessus. L'hydrogène peut former soit un cation, proton, soit un anion, hydrure. Donc proton c'est H+, et hydrure c'est H-, donc c'était vrai. Dans le tableau périodique des éléments, l'électronégativité croît de la gauche vers la droite et de bas en haut. Ça, c'est une phrase qui tombe tout le temps, c'est super facile à retenir, donc oui. Et les éléments au-dessus de la droite d'isoélectronégativité, donc qui supérieur à 2, sont des non-métaux, c'est vrai. 5. À propos des effets électroniques. Donc là, pratiquement toutes les années, c'est les 5 mêmes questions. J'ai voulu changer un petit peu en mettant 2 nouvelles.
mais sincèrement, c'est tout le temps les 5 mêmes questions. Donc, la A, c'est ce que j'ai voulu changer. Les substitutions, les atomes électrons donneurs qui repoussent les électrons sont dits posséder un effet inducteur donneur plus I, et non pas moins I, donc ça c'est vrai. B, cet item retombe tout le temps, l'effet mésomère concerne les liaisons pi, c'est vrai. L'effet inductif et les liaisons sigma. C, l'effet inductif est à l'origine d'un effet mésomère, ça retombe tout le temps aussi, c'est faux. L'effet inductif oriente l'effet mésomère. Donc le petit mot mnémotechnique que je vous ai déjà dit, c'est que effet mésomère, il y a le mot mère, donc comme la maman qui donne naissance à l'enfant, ça va très loin les mnémotechniques, hein. Mais du coup la mère est à l'origine de l'effet inductif. Et pour inductif, on pense à l'Inde qui est au Moyen-Orient vers la droite là-bas, et du coup c'est elle qui va orienter comme Moyen-Orient. Voilà, c'est le petit moyen. Donc elle était fausse. L'AD était fausse. Alors, les différents effets électroniques, ils permettent de savoir la structure électronique des molécules, c'est vrai. Mais par contre, effectivement, ils permettent de déduire leur réactivité. Si on sait sur une molécule où est-ce qu'il y a plus d'électrons, où est-ce qu'il y en a moins, où est-ce que c'est moins, où est-ce que c'est plus, on va pouvoir déduire comment les molécules vont réagir ensemble. Et c'est ça qui est à la base de la chimie organique. Et c'est grâce à ça, normalement, enfin, si on poussait vraiment la chimie orga à fond, c'est grâce à ça que vous pourrez un petit peu deviner les effets qu'il peut y avoir. Et la E est fausse, c'est très important aussi. Et beaucoup de personnes se sont fait avoir le jour de mon concours. L'effet mésomère est défini par la polarisation d'une liaison pi résultant de l'existence d'une mésomérie symétrique. C'est faux. La mésomérie doit être dissymétrique. Si on a une mésomérie qui est symétrique, en gros, notre molécule, qu'on soit vers la gauche de la molécule ou vers la droite de la molécule, elle est pareille. Il n'y a pas de côté qui est plus ou de côté qui est moins. Donc on n'a pas de polarisation. Alors que si c'est dissymétrique, on aura un pôle plus électronégatif et un pôle plus électropositif. Petite remarque pour ce cours-là, effet mésomère et mésomérie, c'est deux choses différentes. Donc faites attention. Retenez bien la définition des deux, c'est très lié, hein, c'est carrément lié, mais les définitions ne sont pas les mêmes. Alors, question 6, on passe à la question qui peut-être en fait trembler certains. Du coup, stéréochimie. Je vous laisserai prendre le temps de bien lire la correction détaillée, de regarder ce que j'ai écrit, même si d'ailleurs c'est un peu serré. Mais c'est très important de réussir à avoir les points sur cette question. Donc, pour la molécule 1, elle est de configuration R. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Donc, ce qu'il faut faire, c'est numéroter ces éléments. Donc, ici, le chlore, il est par la règle CYP, là, il est en premier. Ensuite, on a le CHO, le CH3 et le H. Vous regardez que le quatrième groupement, il est en avant du plan parce qu'il est sur un trait plein. Quand le quatrième groupement est en avant du plan, il faut inverser le résultat qu'on a eu. Donc, c'est-à-dire, là, c'est orienté 1, 2, 3. Donc, je vais zoomer. Quand vous tournez dans le sens 1, 2, 3, vous allez dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, vous êtes R. Mais comme le H, donc le quatrième groupement est en avant, vous allez inverser votre résultat et du coup, la molécule est de configuration S. Le deuxième cas, la deuxième molécule, c'est l'inverse. Donc, on renumérote. Donc, à savoir que le OH est prioritaire parce que la liaison se fait en premier avec le O. Il faut toujours regarder le premier atome qui est lié. Donc, comme c'est un O, il est en premier. Le COOH est d'abord lié au C. Donc, lui, il est en deuxième, même s'il y a deux O derrière. Ça, il faut faire attention parce que souvent, les passages ont tendance à se tromper. On dit, ah, il y a deux O, donc il est prioritaire. Non, parce que sur la liaison, c'est d'abord lié à un C. Donc, OH prioritaire, ensuite COOH et ensuite CH3. Et le quatrième groupement, donc le H, est en arrière du plan. S'il est en arrière du plan, on n'a rien à faire. On regarde juste le sens de rotation et on a la réponse. Ici, on tourne dans le sens anti-horaire, donc c'est S. Et on ne change rien. Pour le troisième, c'est là que c'est compliqué. Le H, il est ni en avant ni en arrière, il est dans le plan en fait. Ce qu'il faut faire, c'est numéroter. Donc, comme d'hab, Oh, maman, le coup de soleil que tu as Oula. pris. Ah, pauvre maman. Moi aussi, j'ai pris un coup de soleil et j'ai cramé et j'ai pelé comme pendant 4 jours. Pardon. C'est pas grave du tout. Juste coupe ton micro si jamais voilà, tu fais du bruit sans faire exprès. Du coup, pour la molécule 3, attends, je vais laisser la correction en dessous. Pourquoi je fais que zoomer à chaque fois? Donc, il faut numéroter. Donc, vous avez le OH qui est encore prioritaire, le COOH qui est deuxième et le CH2, CH3 qui est troisième. Et en fait, le H, là, dans cette configuration-là, on ne sait pas s'il il est ni en avant ni en arrière. Donc, il faut regarder la molécule de façon à ce que le H soit en arrière du plan. Donc, c'est un peu compliqué. Je vais vous montrer en image vidéo. Salut. Comment on fait? J'arrive jamais à tourner. Hop, là, comme ça.
Donc, en gros, vous avez votre molécule qui est là. Je l'ai fait 1 million de fois, mais c'est vrai que c'est compliqué à comprendre. Donc, en fait, vous devez imaginer dans l'espace comment est votre molécule. Avec vos doigts, vous allez le faire. Donc, vous imaginez que votre COOH, il est en avant du plan. Donc, c'est mon pouce. Le H, il est en haut. Il est ici, sur mon index. Et le CH2, CH3, il est en arrière du plan. C'est mon majeur. La molécule ressemble à peu près à ça, en fait. Et du coup, vers la gauche, ici, c'est comme si vous aviez votre OH. Écoutez bien, parce que ça, c'est super important. Donc, ici, on est comme ça. Il faut faire en sorte que le H qui est en haut sur l'index soit en arrière du plan. En gros, qu'il soit caché par votre C, sachant que le C, il est au centre de mes doigts, là. Comment on fait ça? On va tourner la molécule, donc il faut un peu d'imagination. Donc, le H est ici, souvenez-vous, on va tourner comme ça. Et du coup, votre H est bien derrière, on ne le voit plus. Et donc là, vous voyez que vos groupements, ils ont un peu changé de place. Et si vous gardez l'ordre de priorité que vous avez mis, donc le OH qui est à gauche, il était premier, le COH qui est ici était deuxième, et le CH2, CH3 était troisième. Quand vous tournez comme ça, l'ordre de rotation, c'est OH, COH, CH2, CH3. Donc ça vous fait un sens R. Alors que sans tourner la molécule, en fait, on trouvait S. Hop. Voilà, je vous le remets ici. Sans tourner la molécule, on avait un sens qui était S, alors qu'en faisant cet effort pour mettre le H derrière, on a un sens du coup qui devient R. C'est assez compliqué au début, mais avec l'entraînement, on y arrive facilement. Tu peux répéter pour la première molécule, s'il te plaît? La première? Ok. Alors la première, juste, tu numérotes tes trucs. Donc Cl, CHO, donc Cl, il est prioritaire parce que c'est l'ordre CYP, là, il faut les apprendre par contre. CHO, c'est le deuxième, parce que c'est un C lié à 2 O, donc c'est prioritaire en deuxième. CH3, il est troisième, et le H, c'est le quatrième. Comme le quatrième groupement est en avant du plan, parce qu'il est sur un trait plein, il va falloir que tu inverses le résultat que tu as trouvé. C'est la règle, c'est tout. Donc en gros, tu regardes dans quel sens tourne ta molécule. Ici, elle tourne en R. Tu vois qu'en allant de 1 vers 2 vers 3, tu es dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est R. Et comme ton H est en avant du plan, tu vas inverser ton résultat. Donc du coup, c'est pas R en fait, mais elle est juste S. Voilà, c'est en 2 étapes. Tu trouves d'abord ton sens, et comme le H, comme le quatrième groupement est en avant, tu inverses ce que tu as trouvé. Donc tu passes de R à S. Merci. Quand le quatrième groupement est en arrière, du coup, tu n'as pas besoin de faire cette inversion. Juste, tu as besoin de regarder ta molécule. Du coup, pour la quatrième molécule, donc j'avais mis qu'elle est de configuration 2R3S. Ça, c'est vrai. Alors, je ne vais pas passer 100 ans dessus non plus, mais en gros, on zoome. Ce que vous devez faire, c'est numéroter l'ordre de priorité des atomes, comme d'habitude. Donc, vous partez du C qui est en haut. Ça y est, vous avez 2 intersections. Donc, le premier C, celui qui est en haut. C'est le 2. C'est pour chaque C. Donc, pour le premier C qui est en haut, vous numérotez les 4 groupements autour. Donc, le OH est premier, le CHO est deuxième, le C, du coup, qui est en bas, est troisième, et le H qui est à gauche est quatrième. Donc, vous regardez votre rotation. Ça tourne de 1 vers 2 vers 3, ça vous fait un sens anti-horaire qui est S. Et comme votre quatrième groupement est sur un trait horizontal, si vous avez appris votre cours, ça veut dire qu'un trait horizontal, il est en avant du plan. Pareil, vous allez devoir, du coup, inverser la rotation trouvée. Donc, le C qui est en haut n'est pas S, en fait, mais il est R. Pour en bas, vous faites le même procédé. Pour le C en bas, donc le C, je vais vous entourer, c'est quand même un peu plus simple. Donc, le C qui est là, vous allez regarder les 4 groupements qui sont autour. Donc, le OH est premier. Le C qui est ici, du coup, est deuxième. J'ai mis là. Le CH3 est troisième. Et le H est quatrième. Donc, ça tourne dans ce sens. C'est R. Mais comme le quatrième groupement est sur un trait horizontal, ça veut dire qu'il est en avant du plan. Vous devez inverser. Donc, en fait, ce C d'en bas est S et non R. Voilà. La règle est toujours la même. Quand le quatrième groupement est en avant du plan, il faut inverser le résultat trouvé. Hop, hop. Donc, ce qui est dur en fait dans la stéréochimie, c'est de s'entraîner à donner un ordre au groupement, savoir lequel est prioritaire sur quel. C'est un peu dur, mais après ça vient. Et enfin, la molécule 5, du coup, comment elle s'appelle? C'est 3-hydroxy-5-méthyl-hept-2N. Ça, je vous renvoie au long QCM que j'ai fait sur la nomenclature. Et si vous avez des questions, vous me dites. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais en gros, ce qu'il faut faire, c'est
prendre la chaîne carbonée, donc avec le plus de carbone possible, qui comprend la double saturation, donc la double liaison qui est ici. La plus longue chaîne, c'est celle-là. Si on prend celle qui est toute droite, on n'aura que 6 carbones. Vous avez votre longue chaîne. Vous notez ensuite dans l'ordre alphabétique les groupements. Donc lui, un OH du coup, c'est un hydroxy, donc c'est H. Ça, c'est un méthyle, donc c'est M. Donc ça se met dans ce sens-là. On met 3 hydroxy. Il est relié au 5, donc 5 méthyle. Une chaîne de 7, c'est un heptane, donc hept. Et comme la double liaison commence à partir du deuxième carbone, donc ici, c'est hept 2N. Voilà. Je vais aller très vite, mais si vous avez des questions, faites le QCM que j'avais mis sur nomenclature. Si vous ne le trouvez pas, vous me le dites, je vous renvoie. Et posez-moi des questions plus ciblées. Alors, 7. Parmi les thèmes suivants concernant la thermodynamique, non pas du tout, solution, machin, acide base et tout. Donc A, c'est faux. Lors d'une dissolution exothermique, lorsque la température augmente, la dissolution est favorisée. Non. Exothermique, c'est qu'il dégage de la chaleur. Donc, si on augmente la température, la dissolution est diminuée. Dans une dissolution endothermique, en gros qui a besoin de chaleur, c'est là qu'il faut augmenter la température pour augmenter la dissolution. B, les forces de Kissom ont lieu entre molécules présentant chacune un moment dipolaire permanent. C'est le cas de 2 molécules d'eau. C'est vrai. Le moyen mnémotechnique, c'est que dans Kissom, vous avez 2 E qui sont collés. Donc, il faut 2 moments dipolaires. Pour 2 bails, vous avez 2 E dans le mot. 2 E qui sont éloignés. Donc, il faut un moment dipolaire permanent et un qui est induit. Et dans London, vous n'avez aucun E. Il vous faut 2 moments dipolaires induits. C'est le petit moyen mnémotechnique. C, c'est faux. Double piège, du coup, la force d'un acide caractérise la facilité avec laquelle il cède, et non pas il accepte, et ses protons, et non pas ses électrons. Les trucs qui cèdent ou acceptent des électrons, c'est dans les oxydoréductions. D, plus le pH est faible, plus l'acide est fort, c'est faux. Le pH ne dit en aucun cas si l'acide est fort ou faible. Il donne l'acidité ou la basicité de la solution, mais c'est le pKa qui montre la force. Et la E était vraie, il faut connaître vos formules par cœur sur le pH. Donc vous devez savoir c'est quoi la formule du pH pour une base faible, une base forte, acide fort, acide faible, mélange de base machin, mélange de ma truc. Voilà. Il y a juste ça à savoir, les démonstrations ne sont pas à connaître pour ce cours, juste les formules qui sont encadrées. 8, donc thermodynamique. Ça, ce cours, il est très très chiant. Vous aurez le temps de le revoir. Inch'Allah, il saute, hein, ce cours avec la réforme, mais bon. Il est un peu compliqué, j'avoue. Moi, là, il faudrait que je me replonge à fond. Mais bon, après les questions, ça va. Des fois, ça va. Du coup, A, on définit l'équilibre stationnaire comme un équilibre macroscopique avec des transformations au niveau microscopique. Dites-vous qu'un équilibre, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Donc, si vous regardez une goutte d'eau, macroscopiquement, à l'œil nu, elle est comme ça. Par contre, microscopiquement, il se passe plein de trucs. C'est ça un équilibre stationnaire, non pas l'inverse. B, vrai, un système est dit isolé s'il ne réalise aucun échange avec l'extérieur. Ça, c'est vrai. Par contre, un système fermé, il réalise quelques échanges quand même. C, la température est une variable extensive, c'est faux, elle est intensive, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de la quantité de matière. Donc là, c'est des définitions à connaître. D, dans une transformation adiabatique, il n'y a aucun échange de chaleur avec le milieu extérieur. Ça, c'est pareil, c'est vrai. Attention, chaleur, ce n'est pas pareil que température. Je ne saurais pas vous l'expliquer avec des mots scientifiques, mais en tout cas, ce n'est pas pareil du tout. Et E, l'énergie utilisable à pression constante, donc on dit énergie utilisable, à pression constante, est nommée enthalpie libre, et elle se note G. L'énergie totale à pression constante, par contre, c'est l'enthalpie, H. Super important ça. Vous avez un grand cadre avec toutes les énergies différentes, il est à connaître par cœur. 9. Donc que la E était vraie. Selon la loi de Joule, l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de sa pression, c'est faux, il ne dépend que de sa température. Faites le lien avec le cours d'électrophysio, on vous parle aussi de la loi de Joule qui dépend de la température. Oui, il me semble. En tout cas, c'est un lien avec la température. B, lors du travail de détente d'un gaz parfait à température constante, une transformation irréversible fournit une énergie utilisable telle que la variation d'enthalpie libre est égale au travail. Ce qui est chiant avec ce cours, c'est qu'on vous met des formules dans le cours, mais que souvent, on vous traduit ces formules en phrases le jour du concours, enfin le jour des QCM. Donc il faut savoir passer de l'une à l'autre. Donc là, tout simplement, quand c'est irréversible, en fait, votre énergie utilisable, ça va être de la chaleur et non pas du travail.
Et en fait, quand vous avez une énergie utilisable qui est que de la chaleur, on ne peut pas la réutiliser pour faire d'autres réactions. Donc, c'est irréversible. Quand au contraire, vous avez un delta G qui est égal à du travail en gros, c'est de l'énergie qu'on peut réutiliser, pour faire simple, là, vous allez pouvoir avoir une réaction qui sera réversible. Voilà. Ensuite, donc ça, si vous avez des questions, essayez de venir me voir. Je pourrais essayer de vous aider un peu plus en détail sur la thermodynamique, parce que c'est assez dur quand même. C'est selon le principe de thermodynamique, selon le premier principe, pardon, 2 points, donc c'est un item restrictif, il faut tout derrière. Elle se conserve, elle est indestructible, mais aussi elle se transforme. Quand il y a 2 points dans un item, il faut toujours toutes les conditions derrière. Faites attention à ça. Selon le premier principe de thermodynamique, si un système subit une série de transformations qui le ramènent dans son état initial, alors l'énergie totale échangée avec l'extérieur est nulle et non pas constante. Si la définition c'était pratiquement la même, mais qu'on était ramené dans l'état final, alors c'était constante. Et c'est vrai, c'est une phrase qu'il faut apprendre par cœur. C'est une partie très chiante, très abstraite, très compliquée du cours, les enthalpies de standards de formation et tout. Mais rassurez-vous, il y a très très peu de questions qui tombent dessus. C'est surtout le début du cours qui est important. Toute la fin avec les intégrales et tout, franchement, ça tombe pratiquement jamais. Mais cette phrase, par contre, est importante, il faut la retenir. 10, on finit la thermodynamique. Donc, l'entropie S est une mesure du désordre, c'est vrai, tout simplement. C'est à quel point il y a plein de choses dans votre système, à quel point c'est n'importe quoi. B, au cours d'une transformation spontanée irréversible, l'entropie d'un système isolé ne peut pas diminuer. En gros, vous êtes dans un système qui n'échange pas de trucs avec l'extérieur, donc en gros, vous avez un système qui est tout seul. Et bien, quand c'est irréversible, vous allez avoir forcément du désordre qui va s'accumuler. Parce qu'il ne peut pas le renvoyer vers l'extérieur, vu que c'est un système isolé. Donc l'entropie ne peut pas diminuer. C, c'était vrai, la variation d'enthalpie libre est égale à la variation d'enthalpie moins le produit de la température par la variation d'entropie. Pareil, passer des formules au texte. Donc mon moyen mot technique pour retenir cette formule, c'était j'ai acheté du safran. Vous voyez que ça fait bien delta G égale delta H moins T delta S. Et comme on achète, je disais qu'on perd de l'argent, donc c'est un moins et pas un plus. Petit moyen mot technique. Tristan, Oui. pour l'item C, il fallait pas préciser à température et pression constante? Ah bah tu vois, ouais, c'est... Ouais. Alors en vrai, c'est vrai que c'est plus en UE3 qu'on demande toujours de préciser les conditions. Ah, c'est ça, on sait Mais jamais en fait, c'est ça le ouais, problème. voilà. Alors ça, c'est un grand débat en PACES. Vous l'entendrez forcément. D'habitude, c'est vrai que je le mets là, j'ai oublié. Pour être sûr, il faut le mettre. Mais sincèrement, en UE1, c'est moins indispensable qu'en UE3. Ok ? Voilà, en UE3, tu peux être sûr qu'il faut toujours mettre les conditions parce que c'est super important et les profs s'acharnent dessus. Là, pour ce prof-là qui est rebouillon et que je commence à le connaître un peu au niveau de ses QCM, je ne pense pas qu'il aurait compté cet item faux. Mais effectivement, pour tout le monde, cette égalité est variable à pression constante, température constante, vu que le delta G, c'est une variable qui s'utilise à pression constante. Ok ? Voilà, donc pour cet item, comptez-vous, si vous avez compris, et dans le fond, si vous avez compris, comptez-vous le point, quoi. Ne vous embêtez pas le point. Du coup, la D était vraie. Donc ça, c'est une longue phrase. Lorsqu'un système évolue tel que la transformation est endothermique, donc delta H supérieur à 0, et que l'entropie diminue, delta S inférieur à 0, pour toute température telle que la transformation est endergonique, la transformation n'est jamais spontanée. Donc pareil, c'est dans les 4 cas à la fin du cours. Il faut les connaître par cœur, ça. Et en vrai, c'est assez intuitif quand on a compris le cours. Autant faut-il le comprendre. Enfin, encore faut-il le comprendre. Et la E, c'est faux. C'est en joules par kilo et pas kilo carré, tout simplement. Voilà. En fait, ensuite, ouais, on fait Synerga. Du coup, pour la 11, donc je vous lis les items. Du coup, la réaction d'hydrogénation de cette alcyne en 1 suit un mécanisme radicalaire. Donc ça, c'est le genre de truc qu'il faut apprendre par cœur. Mécanisme radicalaire, oui, c'est écrit dans le cours. Cette hydrogénation, c'est un mécanisme radicalaire. La B, c'est faux. Quand on fait une hydrogénation d'un alcyne, on obtient un alcène et pas un alcane. La C, du coup, un alcène Z, non, c'est faux, c'est un alcène E. Donc il y a plusieurs alcènes selon les réactions. C'est un peu chiant ça au début à apprendre, mais il faut bien distinguer où est-ce qu'on a un alcène Z, où est-ce qu'il est E, où est-ce que ça suit la règle de Markov-Nikov, où est-ce que ça suit la règle de Karash, etc., etc.
D, la réaction de 1 vers 2 est une ozonolyse oxydante. C'est une ozonolyse réductrice. Pourquoi réductrice? Parce qu'on a la présence de zinc dans les réactifs, là, je sais pas quoi. Et du coup, comme c'est réducteur, donc on vient à l'item E, 2 et 3 sont des acides carboxyliques, c'est faux. Comme ça va réduire l'oxydation, du coup c'est une ozonolyse réductrice, on va avoir formation de 2 aldéhydes et non pas 2 acides carboxyliques. C'est le zinc qui va empêcher qu'on aille jusqu'à l'acide carboxylique. Voilà, voilà. Hop, pour la 12. Alors, A1 est une imine. Donc ça, c'était vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que, donc j'ai essayé de vous détailler un chouïa ce qui se passe au niveau des atomes. Comme l'amine qu'on a tout à gauche, c'est un amine primaire, il est substitué une seule fois. Du coup, il va donner une imine. En gros, les deux H vont se lier avec le O de la double liaison. Donc ça va former un H2O. Et le N va directement se rattacher au C double liaison, qui va former une imine. B1 est une énamine. Du coup, non, c'est faux. Quand on forme une énamine, c'est quand l'amine de base est un amine secondaire. C, cette réaction met en jeu une addition nucléophile. C'est vrai. On rajoute bien un composé qui est nucléophile, donc le N, qui est dans son électron, sur une autre molécule. D, cette réaction met en jeu une déshydratation. C'est vrai, parce qu'on a présence d'eau. À chaque fois que vous avez dans les produits de l'eau qui est dégagée, ça veut dire qu'en fait, vous perdez de l'eau qui était de base présente. Et E, n'importe quelle amine peut réagir avec un dérivé carbonylé. Alors ça, c'est dit assez implicitement dans le cours. Il faut en fait faire gaffe au titre des parties. Mais en gros, les amines tertiaires qui sont substituées 3 fois, ils n'ont pas de H. Ils ont 3 chaînes avec des carbones. Et comme ils n'ont pas de H, ils ne peuvent pas faire des liaisons, vous savez, H2O, pas faire des déshydratations. Et du coup, ils ne vont pas pouvoir se fixer de partout. Donc les dérivés carbonylés, ils peuvent réagir qu'avec les amines primaires et secondaires. Ça, j'avoue que ça, c'est pas explicitement dit, mais terme, donc le prof fait quelques questions un petit peu de réflexion. Elles sont très rares ces questions, mais elles tombent des fois. Pour la 13, du coup, le composé 1 est un alcool secondaire. Pas du tout. Le composé 1 est une amine secondaire pour la B. Ça, du coup, c'est vrai. Pourquoi c'est une amine? Parce qu'en gros, vous avez de base un amide. Donc un amide, c'est C double liaison O avec un N. Donc c'est ce qui est ici, là. Hop. Amide, c'est ça. Un amide, quand on va le réduire, quand vous avez Al l'IH4, là, c'est toujours une réduction. La réduction très caricaturalement, oh là là, c'est quand vous allez enlever les oxydations. En gros, vous allez enlever les doubles liaisons O, les OH et tout, pour faire très simple. Du coup, en gros, là, vous allez juste enlever votre double liaison O et vous retrouvez avec un amine qui est secondaire. Parce que de base, votre amide était juste N substitué. Ça, franchement, cette réaction-là, elle est assez logique. Il faut réussir juste à comprendre comment ça se module un peu et ça va tout seul après. Ou alors, vous l'apprenez par cœur, hein, ça se fait aussi. Et le composé 2, du coup, C, c'est un amide N substitué, c'est faux. C'est un amide, du coup, qui est disubstitué. Comme en 1, vous avez un amine secondaire, quand vous allez le faire réagir avec la molécule que j'ai mis là, ça va vous donner, du coup, un amide qui sera NN disubstitué. Donc, je vous laisse regarder bien les molécules et franchement, ça vient tout seul. Enfin, vous comprenez à peu près pourquoi c'est comme ça. Si vous avez des questions, vous me dites. Et la E3 est de l'acide chlorhydrique. Oui, vous voyez que le H, du coup, il va partir avec le Cl, qui est formé de l'HCl. Donc, c'est de l'acide chlorhydrique. Apprenez quand même les petits noms des trucs. Hein. Allez, oups. Hop, plus que 2 questions et c'est fini. 14. Donc la A, le composé 1 est formé par une réaction d'élimination de Hofmann. C'est vrai, c'est spécifique aux ammonium quaternaires. Cette réaction, elle tombe tout le temps. L'élimination de Hofmann, vous devez le connaître par cœur. C'est tout le temps la même chose. Et ça tombe tout le temps. À ne pas confondre avec dégradation de, je sais plus quoi, Hofmann, je crois. Je sais plus. Mais c'est bien élimination. B, le composé 2 est un triméthylamine, donc 3 méthyl et 1 amine. Oui. C, le composé 1 est l'ex-2N, c'est faux. D, le composé 1 est l'hexane, c'est faux. La bonne réponse, c'était quoi? C'était l'hexène. Vous voyez la molécule à la fin, elle ressemble à ça. Vous avez bien 6 carbones avec une double liaison sur le premier C. On pourrait dire X1N ou hexène, c'est pareil. Donc ça, du coup, aucune des deux était vraie.
Et le composé, là, pour la E, le composé 1 résulte d'une réaction obéissant à la règle de Zaïtsev. C'est faux, justement, c'est une exception. Pour cette élimination de Hofmann, c'est une exception à la règle de Zaïtsev qui fait qu'on forme l'alcène le moins substitué. Qu'est-ce que ça veut dire, l'alcène le moins substitué? Ça veut dire qu'on a des C qui ont le moins de chaînes carbonées accrochées à eux. Autrement dit, le moins substitué, ça veut dire que ce sont des C qui ont le plus de H tout seul. Vous voyez bien là sur votre alcène que vous avez 3 H. Vous n'avez qu'une seule chaîne carbonée. Donc c'est très peu substitué. Et pour la dernière, donc il n'y avait que la C qui était vraie. A, la réaction qui mène à 1 est une condensation en milieu basique d'une cétone sur elle-même. C'est faux, c'est d'un aldéhyde. Donc en fait, il suffisait simplement de regarder la formule, la molécule. Donc c'est C double liaison OH. Faites attention parce qu'on peut facilement se tromper. Et quand on a ça, c'est bien un aldéhyde. B, le composé 1 est une cétole. Du coup, non, vu que c'est un aldéhyde, on va former un aldol et non pas une cétole. C, la réaction qui mène à 2 est une réaction de crotonisation. Ça, c'est vrai. Donc, c'est une déshydratation d'un aldol. D, le composé 2 est une cétone alpha-bêta éthylénique. Donc, ça, du coup, c'est faux. Vu qu'en 1, on a un aldol, en 2, on va avoir un aldéhyde. Si on avait une cétole, on aurait eu une cétone. Donc là, c'est pour vous montrer que les items, parfois, ils se suivent et pourtant, ils sont tous pratiquement faux. Il faut faire très attention, il aime faire ça. Et du coup, pour la E, le composé 2 est instable. C'est faux. Au contraire, il est très stable puisque la réaction de crotonisation entraîne la formation de l'alcène conjugué le plus stable possible. Voilà. Bon, après, pour la chimie orga, je ne peux pas trop aller dans les détails, je ne peux pas trop vous expliquer. Il faudrait prendre du temps pour chaque réaction. Mais vous aurez des cours sur ça, vous inquiétez pas, vous pourrez mieux comprendre. Après, juste, j'ai pas beaucoup de messages sur la chimie orga. Sachez que c'est quelque chose qui est très long à assimiler. Enfin, ça dépend pour qui, hein. Mais il faut vraiment le voir, soit tous les jours un petit peu, soit il faut le voir quand même beaucoup de fois, très longtemps. Mais c'est quelque chose qui se fait sur la durée. Donc, si vous ne comprenez pas tout et que vous n'arrivez pas toujours à tout faire maintenant, c'est normal. Par contre, le seul conseil que j'ai vraiment plus pour la chimie orga, c'est de faire des QCM. Vous aurez beau connaître vos réactions par cœur, donc je sais pas, il y en a 120, on va dire, vous n'arriverez pas à comprendre et à réussir les QCM si vous ne vous entraînez pas dessus. C'est bien beau de savoir les réactions par cœur, mais il faut vraiment faire les QCM parce que c'est ça qui va vous montrer les mécanismes et qui va vous donner une fluidité en fait quand vous faites vos QCM et ça viendra tout seul au bout d'un moment. Mais ne vous inquiétez pas, ça prend du temps. Voilà. Est-ce que vous avez des questions en général ou est-ce qu'on peut s'arrêter là et vous laisser tranquille? Est-ce que tu peux remettre les 2 premières questions? J'ai raté la correction tout à l'heure. Allez. De toute façon, il va vous l'envoyer la correction. Tu veux que je t'explique un truc ou... Non, c'était juste pour voir c'était quoi qui était juste. Ah, de toute façon, soit je l'envoie moi, soit il l'envoie juste après. Des questions? Allez, super. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez eu des bonnes notes quand même. Et comme il a dit, vous inquiétez pas, si vous avez eu des mauvaises notes, c'est pas grave. Vous êtes là pour commencer à voir les bases, pour commencer à apprendre du mieux que vous pouvez. Faites des efforts, donnez le maximum. Je vous assure que si vous travaillez à fond, enfin, sans vous tuer bien sûr, si vous travaillez à fond là avec ce qu'on vous fait, ce qu'on vous donne, vous serez trop fort l'année prochaine. Voilà. Bonne soirée. Et pour toute question, vous me dites un message. Ciao tout le monde. Merci. 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 De rien.